Négociations au Moyen-Orient, un cessez-le-feu, annoncé par Donald Trump, est entré en vigueur entre Israël et le Liban jeudi soir, France Info. Négociations au Moyen-Orient, un cessez-le-feu, annoncé par Donald Trump, est entré en vigueur entre Israël et le Liban jeudi soir. De nombreux coups de feu ont éclaté dans la banlieue sud de Beyrouth après le début de la trêve. Publié le 16-04-2026 19h15 mis à jour le 17-04-2026 minuit 3 temps de lecture, 3 minutes. Donald Trump discute avec Marco Rubio, à Miami, le 11 avril 2026. Julia Demaré-Nickinson AFP. Une trêve précaire. Un cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi 16 avril à 23h, heure de Paris. De nombreux coups de feu ont néanmoins été entendus dans la banlieue de Beyrouth. Au-delà de cet horaire, ont constaté les journalistes de l'AFP. C'est Donald Trump qui avait annoncé un peu plus tôt dans la journée que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu. Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahou. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la paix entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de 10 jours à partir de 17h, heure de Washington, soit 23h, heure de Paris, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a annoncé qu'il allait inviter les deux dirigeants à la Maison-Blanche, au cours des 4 ou 5 prochains jours. Les deux parties veulent la paix, et je crois que ça va se réaliser rapidement, a-t-il ajouté. L'annonce faite par Donald Trump intervient 2 jours après qu'Israël et le Liban ont convenu d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable à l'issue de plus de 2 heures de discussion entre leurs ambassadeurs à Washington, les premières du genre depuis 1993. Ce cessez-le-feu, a ensuite précisé Donald Trump devant des journalistes, comprendra le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah. Le département d'État américain a ensuite fait savoir que le Liban s'était engagé à prendre des mesures concrètes pour empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël dans le cadre du cessez-le-feu. En Israël, Benjamin Netanyahou a expliqué que le cessez-le-feu était l'occasion de conclure un accord de paix historique avec Beyrouth. Il a aussi assuré que pendant la cessation des hostilités, l'armée israélienne resterait présente dans le sud du Liban dans une bande frontalière de 10 km de profondeur. Le Hezbollah, grand absent de la rencontre, avait qualifié ces pourparlers de capitulation et revendiqué, alors qu'ils débutaient, des tirs de roquettes vers Israël. Mais le mouvement pro-iranien semble prêt à suivre une trêve. Nous allons respecter le cessez-le-feu de manière prudente à condition qu'il s'agisse d'un arrêt global des hostilités contre nous et qu'Israël ne l'exploite pas pour mener des assassinats, a déclaré le député du Hezbollah Ibrahim Moussaoui. L'armée libanaise a, elle, demandé aux habitants du sud du pays déplacés par l'offensive israélienne de ne pas retourner chez eux malgré le cessez-le-feu. L'Élysée a salué l'annonce du cessez-le-feu. C'est une excellente nouvelle qui devra être vérifiée sur le terrain, a souligné un conseiller du président Emmanuel Macron. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a salué l'accord de cessation des hostilités, tout comme la présidence de la Commission européenne et celle du Conseil européen. Sujet suivant. Document. Affaire Epstein, je ne voulais pas que l'Institut du monde arabe puisse être terni, déclare Jacques Lam à complément d'enquête pour sa première interview depuis sa démission, France Info. Publié le 16-04-2026 17h37 temps de lecture, 1 minute, vidéo, 1 minute. L'ancien ministre de la Culture, qui a quitté l'établissement culturel en février, est l'invité de l'émission d'investigation, qui consacre jeudi soir un numéro au volet français de l'affaire Epstein. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa démission de l'Institut du monde arabe IMA, début février. Je vous le dis franchement, je me sens nickel. Je me sens nickel, fait savoir Jacques Lam, invité à répondre au numéro de complément d'enquête, diffusé jeudi 16 avril sur le volet français de l'affaire Epstein. L'ancien ministre de la Culture, poussé à la démission en raison d'une enquête ouverte par le parquet national financier sur ses liens avec Jeffrey Epstein et sa gestion de l'IMA, continue de clamer son innocence dans ce dossier. Je ne voulais pas qu'en raison de cette campagne de calomnie l'Institut puisse être terni, explique-t-il dans les fauteuils rouges de Tristan Walex pour justifier son départ. L'ancien socialiste de 86 ans rapporte aussi avoir reçu des marques de soutien après sa décision. J'ai reçu des messages et des appuis de gens que j'aime, que j'estime, que je respecte, déclare Jacques Lam. Le président Macron lui-même a bien voulu rendre hommage à mon action lors de l'inauguration de l'Expo Biblo que je vous invite à visiter. Jacques Lam occupait la présidence de l'IMA depuis 2013 et a été remplacé depuis par Anne-Claire Legendre. Le parquet national financier a ouvert, le 6 février, une enquête,
confié à l'Office national antifraude ONAF, pour soupçon de blanchiment de fraude fiscale aggravée le visant ainsi que sa fille Caroline en raison de leur lien avec l'homme d'affaires et pédocriminel américain. Son interview complète sera diffusée, jeudi soir, dans Complément d'enquête, sur France 2 et France Info. Sujet suivant. Les députés macronistes retirent la proposition de loi Yadan portant sur l'antisémitisme, le gouvernement présentera un nouveau texte en juin, France Info. Les députés macronistes retirent la proposition de loi Yadan portant sur l'antisémitisme, le gouvernement présentera un nouveau texte en juin. Les députés devaient examiner jeudi et vendredi ce texte très controversé portant sur les nouvelles formes d'antisémitisme. Ce retrait est consécutif à l'annonce du gouvernement de proposer, à la place, un projet de loi reprenant les dispositions de la proposition. Publié le 16-04-2026 14h54 mis à jour le 16-04-2026 16h45 temps de lecture, 4 minutes. La députée apparentée EPR Caroline Yadan à l'Assemblée nationale, le 3 décembre 2025. Bertrand GUAYAFP coup de théâtre à l'Assemblée. Le groupe Ensemble pour la République EPR, à l'origine d'une proposition de loi explosive sur l'antisémitisme, portée par la députée Caroline Yadan, a annoncé le retrait de son texte qui devait être débattu jeudi 16 et vendredi 17 avril par les députés dans l'hémicycle, avant un vote solennel prévu le 5 mai, a appris France Info de l'entourage de Gabriel Attal. Cette décision intervient juste après l'annonce du gouvernement de reprendre les dispositions de la proposition de loi Yadan si le texte venait à échouer à l'Assemblée. Si la proposition de loi venait à ne pas être examinée du fait de l'obstruction ou de l'adoption de la motion de rejet, un projet de loi ambitieux sera présenté et travaillé avec l'ensemble des forces parlementaires dans les plus brefs délais, dans une logique coordonnée et transpartisane, avait appris France Info de l'exécutif. On a tout gagné, on a obtenu un projet de loi, se félicite auprès de France Info un cadre macroniste. Concrètement, le gouvernement s'est engagé au dépôt d'un projet de loi reprenant l'intégralité des dispositions de la proposition de loi de Caroline Yadan, peut-on lire dans le communiqué de presse du groupe EPR. Il nous a été indiqué que ce texte serait présenté la semaine du 22 juin 2026 et que son examen débuterait au Sénat. Pas d'engagement précis sur la date cependant du côté du gouvernement, l'entourage du Premier ministre évoquant un projet de loi d'origine gouvernementale présenté en Conseil des ministres avant l'été. Défendu par Caroline Yadan, élue de la circonscription des Français de l'étranger incluant Israël, le texte prévoyait d'étendre le champ du délit de provocation et d'apologie du terrorisme en y ajoutant la notion de provocation implicite, et créer un nouveau délit réprimant les appels à la destruction d'un État. Il se voulait une réponse à l'explosion des actes antisémites dans le sillage de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas sur le sol israélien. Mais il avait suscité de vives réserves, ses opposants estimant qu'il faisait peser un risque sur la liberté d'expression et entretenait un amalgame dangereux entre les Juifs et Israël. Mercredi soir, le syndicat de la magistrature avait publié un communiqué pour dénoncer un texte inadapté au travail des juges mais aussi dangereux pour les libertés publiques. Le même jour, une pétition contre cette proposition de loi, signée par plus de 700 000 personnes, a été classée par les députés, qui ont choisi de ne pas examiner cette pétition à l'Assemblée nationale. Je me réjouis que notre groupe ait pu obtenir que le gouvernement continue à s'occuper de ce sujet, en référence au futur projet de loi, a salué devant la presse Caroline Yadan, après l'annonce de l'exécutif. LFI a perdu, nous allons réussir à aller plus loin que la proposition Yadan, a-t-elle ajouté, saluant une victoire sur son compte X. L'annonce du retrait a suscité de la colère sur les bancs de la France insoumise. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit Madame Yadan qui fixe l'ordre du jour de cette assemblée. Arrête avec cette manière d'organiser les travaux dans le lieu de la représentation nationale, s'est indignée Mathilde Panot. La présidente du groupe LFI a demandé la réunion en urgence de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon a lui salué, dans un message sur X, la résistance parlementaire qui a conduit à ce retrait. Les apologistes du génocide ont échoué, a-t-il écrit. De leur côté, les socialistes ont appelé à un travail transpartisan sur la montée de l'antisémitisme afin de combattre les ennemis de la République sans renoncer aux principes qui la fondent. Sujet suivant. Ligue conférence. Le RC Strasbourg renverse Mayence et se qualifie pour la première demi-finale européenne de son histoire, France Info. Ligue conférence. Le RC Strasbourg renverse Mayence et se qualifie pour la première demi-finale européenne de son histoire battu 2-0 à l'aller en Allemagne une semaine plus tôt. Les Alsaciens ont brillamment renversé la vapeur, jeudi, en surclassant Mayence 4-0. Publié le 16-04-2026 22h54 mis à jour le 16-04-2026 23h51 temps de lecture.
4 minutes les Strasbourgeois fêtent leur qualification pour les demi-finales de la Ligue Conférence, après leur succès contre Mayence, le 16 avril 2026. AFP plus que jamais, Strasbourg est à l'heure européenne. Pour la première fois de son histoire, le RCSA disputera une demi-finale de Coupe d'Europe, après avoir renversé Mayence en quart de finale retour de Ligue Conférence 4-0. Battus 2-0 à l'aller en Allemagne, les Alsaciens ont pris une revanche éclatante sur leur pelouse, jeudi 16 avril, lors d'un quart de finale maîtrisé, qui légitime les ambitions de victoire finale du Racing, qui avait terminé premier de la saison régulière de cette Ligue Conférence. Avant cela, le RC Strasbourg devra toutefois se défaire des Espagnols du Rayo Vallecano en demi-finale, la première à l'échelon européen dans l'histoire du club. Passé complètement au travers de son match à l'aller, le Racing n'a cette fois pas attendu la dernière demi-heure pour entrer dans son match. Au contraire, dès les premiers instants, les Alsaciens ont récité leur football, dans un premier acte dominé de la tête et des épaules, ne laissant aucun répit aux Allemands. Car s'il a fallu attendre la 25e minute pour voir la première grosse occasion strasbourgeoise, un magnifique ciseau de Diego Moreira, repoussé par Daniel Bads, les 35 000 spectateurs de la Méno, bouillante, ont ensuite assisté à un festival des leurs. Un festival lancé par Sébastien Nanasi, venu ouvrir le score du pointu sur un centre de Ben Chilwell 1-0, 26e. L'orchestre strasbourgeois a alors récité sa partition, frôlant le récital, notamment sur le deuxième but de la soirée, une tête du latéral droit, Abdul Ouattara, en position de numéro 9 au bout d'un superbe mouvement collectif, parti du gardien strasbourgeois 2-0, 35e. Le défenseur alsacien est ensuite passé tout proche d'un doublé improbable, sur une reprise de volée en ciseaux, passé juste à côté du but de Mayence 39e, avant que Daniel Bads n'écœure Julio en ciseaux 41e. Impressionnant collectivement, et d'un calme impérial malgré la jeunesse de son effectif et l'enjeu de la soirée, Strasbourg pouvait presque nourrir des regrets à la pause. Un peu plus bousculé au retour des vestiaires, sans pour autant être vraiment en danger, les Alsaciens ont trouvé un second souffle dans la dernière demi-heure, pour s'éviter un passage par la prolongation. Et ce même si Emmanuel Emega a manqué un pénalty 64e, qui était la première décision arbitrale en faveur du Racing de la soirée, alors que João Pinheiro, arbitre portugais de la rencontre, aurait dû expulser Dominique Cor en début de match pour un coup de coude sur Diego Moreira, mais aussi lui donner un deuxième carton jaune sur la faute causant ce pénalty. Des errances arbitrales qui n'ont pas fait sortir Strasbourg de son match. À peine 3 minutes après cet échec, Julio Enciso a inscrit le but de la qualification, après un déboulé de Martial Godot 3-0, 69e. Incandescent, le public alsacien est devenu extatique 5 minutes plus tard, quand Emmanuel Emega a enfoncé le clou de la tête, sur un centre de Julio Enciso 4-0, 74e. À l'abri, le Racing a alors géré sa fin de match dans un stade en fête, qui scandait « On est en demi, on est demi ». Pour la première fois de son histoire, Strasbourg se hisse en effet dans le dernier carré d'une compétition européenne, 46 ans après son quart de finale de Ligue des Champions perdu face à l'Ajax. Amsterdam. Surtout, vu le visage affiché face à Mayence, comme depuis le début de la compétition, le Racing peut rêver grand et espérer être de la finale, le 27 mai à Leipzig. Pour cela, il faudra se défaire du Rayo Vallecano, tombeur de l'AEK Athènes, le 30 avril et le 7 mai prochain. L'autre demi-finale opposera les Anglais de Crystal Palace aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Sujet suivant. L'autorité palestinienne a remis à la justice française un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers commis à Paris en 1982, France Info. L'autorité palestinienne a remis à la justice française un des suspects de l'attentat de la rue des Rosiers commis à Paris en 1982. Emmanuel Macron a salué l'extradition de Hicham Arb et a remercié les autorités palestiniennes. Publié le 16-04-2026 19h37 mis à jour le 16-04-2026 21h37 temps de lecture, 2 minutes des véhicules de pompiers intervenant lors de l'attentat de la rue des Rosiers, à Paris, le 9 août 1982. Jacques Demarton AFP. L'autorité palestinienne a extradé vers la France le Palestinien Hicham Arb, superviseur allégué de l'attentat contre un restaurant juif qui avait fait 6 morts rue des Rosiers, à Paris, en 1982, a-t-on appris jeudi 16 avril auprès de son avocat. La famille d'Hicham Arb m'a contacté aujourd'hui pour m'informer d'avoir été notifié par l'autorité palestinienne de son extradition vers la France, a déclaré à l'AFP Amar Dweck, joint par téléphone de Jérusalem. Selon l'avocat, l'extradition a eu lieu jeudi,
ce que confirme le parquet antiterroriste. Emmanuel Macron a salué cette extradition et a en outre adressé ses pensées aux victimes de cet odieux attentat. Nous remercions les autorités palestiniennes, qui ont marqué par leur coopération leur engagement à lutter contre le terrorisme, comme le président Abbas s'y était engagé auprès du président français, ajoute l'Élysée, soulignant que cette coopération était aussi la traduction concrète de la coopération judiciaire que nous pouvons désormais mener depuis la reconnaissance de l'État de Palestine en septembre dernier. Près de 44 ans après les faits, la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire en France, a confirmé en février la tenue d'un futur procès, qui était contesté par deux accusés, Abou Zayed, norvégien d'origine palestinienne considéré comme l'un des tireurs et détenus en France depuis 2020, et Azataha, né en Cisjordanie et soupçonné d'avoir caché des armes à l'époque, sous contrôle judiciaire en France. Le 9 août 1982, 6 personnes ont été tuées et 22 blessées dans le quartier juif du Marais à Paris par l'explosion d'une grenade dans le restaurant J au Goldenberg puis dans une fusillade perpétrée par un commando de 3 à 5 hommes. L'attentat a été attribué au Fatah Conseil révolutionnaire Fatah CR d'Abou Nidal, groupe palestinien dissident de l'Organisation de libération de la Palestine OLP. Hicham Arb est l'un des 4 autres suspects visés par un mandat d'arrêt. Les autorités palestiniennes ont annoncé son arrestation en septembre 2025. Hicham Arb, visé aussi par un mandat d'arrêt allemand de 1988 dans le cadre d'un attentat commis à l'aéroport de Francfort en 1985, est également, entre autres, sur le radar d'enquêteurs, notamment en Italie, pour l'attaque d'une synagogue à Rome en 1982.